Enfin, je vous propose alors à ce moment-là de démarrer, puisqu'apparemment tout le monde est en place. Et donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une masterclass qui a pour titre les fêtes de fin d'année approchent, vous le voyez, valoriser vos biodéchets. Donc on est parti du principe que c'était une bonne manière aussi de sensibiliser tout le monde en cette période, sachant que l'année dernière on avait un Noël qui était un peu restreint. Cette année, ou des fêtes de fin d'année qui étaient un peu voilà, difficiles et assez singulières. Cette année, on espérait que ce sera un peu différent. Mais en tout état de cause, c'est une bonne manière aussi de rebondir après tous ces événements Covid, etc. Et de sensibiliser sur un sujet qui, vous allez voir, va être très riche. Alors, on accueille 3 personnes aujourd'hui et je suis très très heureux de les accueillir. Alors, on va démarrer par l'intervention de Damien Antoine, qui est chargé de mission sur l'économie circulaire et les déchets sur la région Île-de-France, travaille pour la région. On a également, et je suis très heureux aussi de l'accueillir, Isabelle Thibault, qui interviendra ensuite, qui est une chef d'entreprise dynamique pour le moins, et vous avez découvert ses verbatims, et elle nous a fait une présentation assez ludique, j'en dis pas plus, parce qu'il faut garder le teasing, mais très intéressante au niveau et de son parcours, de sa passion aussi. On peut parler de passion sur ce qu'elle nous traduira. Et puis, on conclura ces présentations avec Olivier Saloum, société aussi où le chef d'entreprise a un parcours assez atypique. On aura un petit déro qui présentera ça et qui est très ludique aussi. Et tout ça pour aborder tout ce qui est droit, obligations, recommandations au niveau des biodéchets. N'hésitez pas à poser des questions pendant cette heure que l'on partage. Et puis, en fin de séance, libre à vos questions aussi, ou à exposer peut-être les soucis que vous pouvez avoir, ou les préconisations que vous auriez, ou les idées. Bienvenue à tous nos échanges. L'idée de cette masterclass, c'est de nourrir les bonnes pratiques, de se nourrir d'exemples, d'idées qui fonctionnent, mais aussi de se nourrir d'exemples comme on aura Isabelle, qui se met en place ou veut mettre en place, par exemple, cette transition écologique qu'il a déjà amorcée sur divers sujets, mais qui veut l'amorcer notamment sur les biodéchets par rapport à l'activité qu'elle a au sein de son entreprise. Alors, dans les thèmes à aborder dans la prochaine masterclass pour l'année prochaine maintenant, ça sera aussi encore des points de mobilité, mais on abordera certainement le bilan carbone, tout ce qui peut être point de collecte. On l'avait déjà fait cette année, on y reviendra parce que c'est un sujet quand même très intéressant. On a eu beaucoup de dynamisme et beaucoup d'idées sympathiques. Et donc la masterclass, c'est un format gratuit. On est là pour échanger sur les bonnes pratiques. Pourquoi est-il important de valoriser ces biodéchets? Alors, c'est la question qu'on s'est posée. On s'est posé aussi d'autres questions, mais c'est ce qu'on va essayer de répondre pendant cette masterclass à ça. Anticiper la réglementation aussi, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la réglementation se renforce. Donc, il y a des échéances. Il y a un échéancier assez précis maintenant. Et comment dirais-je, on met des repères sur cette dimension réglementaire. Réduire le gaspillage alimentaire, bien évidemment, c'est le but et l'objectif, mais c'est aussi limiter la pollution des sols et des eaux, et puis c'est aussi réduire les émissions à gaz à effet de serre, bien évidemment. Et puis aussi, on le verra à travers notamment la société Molino, c'est produire des fertilisants, produire aussi de l'énergie. C'est un cercle vertueux. Alors, quelques questions là-dessus, c'est quelle nouvelle réglementation nous concerne, comment pouvoir réduire ce gaspillage, quels sont les bons gestes à adopter, et puis quels sont les biodéchets susceptibles d'être valorisables. C'est pour ça qu'on a osé mettre le titre entrepreneur, valoriser vos biodéchets, parce que c'est pas déchets, c'est pas un gros mot. En plus, maintenant, ils sont bio, on peut les traduire autrement. Donc voilà, c'est ce qui va être intéressant lors de cette masterclass. Premier donc grand témoin de notre masterclass d'aujourd'hui, Damien Antoine, et donc je lui laisse la parole. À vous, Damien. Merci beaucoup, Christophe. Très rapidement, pour me présenter, je regarde ma petite horloge, donc j'ai jusqu'à 10 heures maximum. Damien Antoine, je suis chargé de mission économie circulaire
les déchets, pardon, à la région Île-de-France. Je suis référent pour les départements du Val-de-Marne et du Val-d'Oise et référent régional sur la question des biodéchets. Peut-être, alors, par contre, pour la présentation, il faut que je partage mon écran, c'est bien ça, hein? Oui. Juste pour faire un petit point de définition rapidement, qu'est-ce qu'un biodéchet pour partir un peu de la base. Donc, un biodéchet, c'est tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine, c'est ce qui va nous concerner un peu plus particulièrement aujourd'hui. Ici notamment, alors, les ménages, on ne va pas les avoir d'aujourd'hui, mais des bureaux, des restaurants, commerces de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet provenant des établissements de production, de transformation de denrées alimentaires. En réalité, tous les restes alimentaires de cuisine, d'activité économique. Pour ce qui est de la région et même la loi nationale, hein, les lois nationales vont en ce sens. Il y a une hiérarchie des modes de traitement qui est mise en place. Notamment, vous l'aviez évoqué, Christophe, la lutte contre le gaspillage alimentaire qui, dans cette hiérarchie, arrive en premier en termes vertueux. D'abord privilégier la lutte contre le gaspillage alimentaire, puis le détournement des déchets, notamment par la gestion de proximité, si possible, des biodéchets, notamment au travers du compostage partagé, notamment. Et enfin, la valorisation organique avec une gestion centralisée et séparée des biodéchets. Donc, on y viendra un peu plus loin dans la présentation. Difficile de passer outre la réglementation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc on l'évoquait rapidement. Donc je vous ai mis en gras ce qui concerne les activités, ce qui impacte les activités économiques vis-à-vis de leur obligation en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous avez donc la loi Garot qui date du 11 février 2016 qui vise à éliminer les pratiques de destruction d'aliments encore consommables et à imposer aux distributeurs de plus de 400 mètres carrés qui doivent maintenant proposer des conventions de dons à des associations d'aide alimentaire. C'est quelque chose qui est plutôt entré dans les mœurs, qui est assez classique. C'est arrivé ensuite la loi Egalim qui fixait, et là c'est un peu plus récent, à partir du 1er juillet 2020, l'obligation pour les opérateurs de restauration commerciale de proposer un gourmet bag, le fameux doggy bag, à leurs clients. Ça vient ensuite au cadre de la loi Egalim, une précision, donc au 11 avril 2019, sur l'obligation de mettre en place un plan de gestion de la qualité du don pour les distributeurs. Et à partir du 1er janvier 2020, pour en assurer la qualité, donc en appliquant aussi la formation de leurs employés et la sensibilisation plus large du personnel. Le 21 octobre 2019, donc précision encore une fois de la loi Egalim, cette fois-ci, l'obligation de proposer une convention de don à une association d'aide alimentaire est étendue aux opérateurs de la restauration collective, proposant plus de 3000 repas préparés par jour et aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Pardon. Donc on voit que voilà, on va dire, les trains se resserrent un petit peu sur ces obligations. Et il y a aussi l'interdiction de rendre impropre à la consommation des denrées encore consommables pour l'ensemble des acteurs. Le 10 février 2020, publication de la loi AGEC, et celle-ci étend l'obligation de diagnostic anti-gaspillage évoqué précédemment, donc à l'industrie agroalimentaire, et elle étend les obligations de la loi Garot, cette fois-ci aux opérateurs de commerce de gros ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions pour la convention de don. Petite précision au travers d'un décret du 20 octobre 2020, il y a une extension, on voit que les taux se resserrent encore un peu plus, une extension des éléments obligatoires de la convention de don aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire, mais aussi de la restauration collective et du commerce de gros. Et enfin, la loi la plus récente, la loi Climat et Résilience, qui prévoit une expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective, et notamment en restauration collective publique. Concernant cette fois-ci le tri à la source des biodéchets, il y a une obligation légale de généralisation du tri à la source qui se fait en plusieurs étapes, avec comme date finale le 1er janvier 2024 et une obligation pour tous les producteurs de biodéchets de trier séparément ces biodéchets. Donc il y a eu une première étape en 2016 qui s'appliquait donc à l'industrie agroalimentaire et aux supermarchés, d'obligation d'un tri des biodéchets pour les producteurs de plus de 10 tonnes par an. Au 1er janvier 2023, on passera cette fois-ci aux producteurs de plus de 5 tonnes par an de biodéchets, en incluant les commerces et du coup les administrations.
qui pour le coup, sont déjà pour certaines impactées, notamment les lycées de la région, impactées par cette obligation de trier à la source des biodéchets. Donc, toutes les activités productrices de biodéchets seront concernées. Donc, on ajoute les ménages au 1er janvier 2024. Et il y a une possibilité qui est actuellement en place d'expérimenter, enfin pour les collectivités à compétences collecte notamment, d'expérimenter sur le territoire la collecte des biodéchets pour les activités professionnelles, même si elles ne le proposent pas aux ménages. C'est le choix qu'ont fait certaines collectivités, et cette expérimentation s'achèvera en 2025. Maintenant, un état des lieux de la question des biodéchets en Ile-de-France. Où est-ce qu'on en est en Ile-de-France? Donc, la question des biodéchets est intégrée en région Ile-de-France à le plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui est un document opposable aux collectivités à compétences collecte traitement, et qui, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, liste un ensemble d'actions en faveur de la réduction des déchets et de l'optimisation de la gestion des déchets, notamment pour les déchets d'activité économique et les déchets dits assimilés à ceux des ménages produits par les différentes activités économiques régionales. Vous avez aussi la stratégie régionale en faveur de l'économie circulaire, qui est un document un peu plus, on va dire, politique, qui fixe un certain nombre de leviers, pareil, disons, à promouvoir l'économie circulaire en Ile-de-France, et notamment, je vous dis là, le levier 7, qui concerne plus particulièrement la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc très rapidement sur ce PRPGD, donc le plan régional de prévention et de gestion des déchets, vous avez plusieurs chapitres, dont un chapitre sur la planification des flux stratégiques des déchets et un zoom spécifique sur les déchets organiques. Vous avez 9 grandes orientations, donc une qui concerne notamment la réduction des déchets, on l'a évoqué juste avant, la lutte contre le gaspillage alimentaire, et une deuxième orientation qui fixe le défi qui invite à relever le défi du recyclage et du tri, de la valorisation organique. Très rapidement sur les principaux objectifs, donc en ce qui concerne la prévention et la collecte des biodéchets, donc une réduction du gisement, bien sûr, de biodéchets au travers de la lutte contre le gaspillage alimentaire, développer, et ça nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, des dispositifs de tri à la source, prioritairement auprès des gros producteurs, ceux qui sont déjà dans l'obligation de trier séparément leurs biodéchets, encourager les expérimentations et les dispositifs innovants de proximité, et bien sûr, tout mettre en œuvre pour permettre le tri à la source, la mise en place du tri à la source des biodéchets d'ici le 31 décembre 2023. Donc, comme objectif notamment de lutte contre le gaspillage alimentaire, on peut citer une réduction de 50% du gaspillage alimentaire à l'horizon 2025 et de 60% à l'horizon 2031. Et sachez que la loi AGEC précise qu'elle fixe des objectifs supplémentaires de réduction de 50% en 2025 du gaspillage alimentaire dans la distribution alimentaire et la restauration collective, et de 50% en 2030, à l'horizon 2030, dans la consommation, la production et la restauration commerciale. Alors, en ce qui concerne l'état des lieux de la collecte séparée des restes alimentaires notamment, donc 5% actuellement du gisement a été collecté en 2019, 5% de la population desservie, avec d'un autre côté pour la partie déchets végétaux inclus dans les biodéchets, 70% du gisement qui lui est collecté. Ce qui représente en 2019 à peu près 6514 tonnes de déchets alimentaires collectés. Vous avez là sur cette carte la liste des collectivités qui proposent une collecte séparée de ces biodéchets en 2019. En ce qui concerne la valorisation, plus précisément, donc, comme objectif régional, vous avez le développement de sites intermédiaires de massification et de préparation de ces biodéchets, le développement de la méthanisation, le développement en priorité aussi de plateformes de compostage acceptant donc les sous-produits animaux de catégorie 3, donc les restes alimentaires, la modernisation des plateformes de compostage, une meilleure répartition aussi des exutoires. Vous verrez après, il y a une carte pour qu'on limite aussi le transport de ces matières, des transports alternatifs et des logiques de mutualisation des flux si possible, et bien sûr le développement de l'économie sociale et solidaire dans le domaine de la gestion de proximité, notamment des biodéchets. Voilà, ça je vous laisserai consulter, la présentation je pense vous sera envoyée. Vous avez ici la liste des infrastructures permettant qui peuvent accueillir ces biodéchets à l'échelle
de l'Île-de-France. Quelques valeurs chiffrées, juste pour vous montrer qu'il y a une forte augmentation du coup de la présence de ces biodéchets alimentaires, donc des restes alimentaires sur les sites de transit franciliens notamment. Vous voyez la somme des valeurs augmentées fortement entre 2014 et 2018. Ici, vous avez les valeurs concernant les déchets et l'activité économique qui entrent sur les installations franciliennes de compostage et méthanisation. Ce qui est intéressant, c'est le total général. On voit une forte augmentation de ce type de déchets entrant sur les installations franciliennes entre 2014 et 2018. Ce document, pour vous indiquer, alors ce qui est important, c'est ce qui est surligné en rouge, vous montrer que même si des actions de prévention des déchets sont mises en place, on voit une augmentation forte des tonnages de restes alimentaires qui sont prévus à horizon 2025 et 2031. Donc il y a toute une logique à mettre en place pour pouvoir valoriser comme il faut ces biodéchets. Sur les actions régionales, et je terminerai par ça, la région a un dispositif économie circulaire, enfin zéro déchet économie circulaire, auquel les entreprises peuvent prétendre à partir du moment, et j'insiste là-dessus, où le projet qui souhaite mettre en œuvre est innovant. Je vous laisserai consulter les différentes modalités, mais voilà, j'insiste sur l'aspect innovant de ces projets. Et ce qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, la mise en place par la région de France en partenariat avec la CCI Paris-Île-de-France d'un chèque vert. Un chèque vert à destination donc, des artisans et des commerçants pour les dépenses qu'ils pourraient avoir en faveur du coup de l'économie circulaire, notamment de la gestion des déchets, mais sur des volets environnementaux un peu plus larges. Vous voyez dans l'encadré opération éligible. Voilà, si vous avez des investissements prévus, vous pouvez solliciter ce chèque vert qui vous permettra de mettre en place ces différents matériels. Je termine par ça aussi. La région a mis en place un réseau de valorisation des biodéchets qui est porté par le cluster eau milieu sol, donc qui vise à favoriser les relations, les synergies entre les différents acteurs des territoires et ceux de la filière des biodéchets. Les entreprises, bien sûr, sont concernées. Il y a un événement prévu le 14 décembre, une rencontre pour tous les acteurs du biodéchet du 93, organisé par le cluster EMS en partenariat avec la région Île-de-France. Et il aura lieu en présentiel à Saint-Ouen, dans les locaux de SUPMECA, de l'école SUPMECA. Je vous invite à cliquer sur le lien vers le site du cluster et à vous y inscrire. Et enfin, la création d'un réseau compost citoyen, pareil, ouvert aux entreprises, qui vise à accompagner les différents acteurs vers la mise en place de solutions, notamment de gestion de proximité, de compostage. Merci à vous. Je me permets de revenir moi sur le chèque vert, puisque vous en avez parlé, Damien. La CCI aujourd'hui, donc le partenaire bien évidemment de la région pour cette aide et de cette subvention. Vous l'avez évoqué, bien sûr, ça concerne les biodéchets, mais c'est aussi, ça concerne tout ce qui est économie sur notamment tout ce qui peut être éclairage, différentes. Si vous avez moyen, par exemple, Damien, parce que votre slide est assez de remettre le slide. Bien sûr. On va parler plus précisément des choses. Et donc, dans ce cadre-là, la CCI organise et se met à disposition des entreprises et des commerces pour tout ce qui est le public concerné. Il est précisé dans cette slide, mais c'est aussi bien aussi sur l'efficacité énergétique, le chauffage, par exemple, la régulation des émetteurs de chaleur, tout ce qui concerne l'éclairage aussi. Donc, nous, au niveau de la CCI, on propose un diagnostic qui dure grosso modo 1 heure et qui permet justement de donner des pistes d'orientation, faire un mini-bilan. C'est une sensibilisation, c'est un mini-bilan sur ce genre d'opération, savoir si l'entreprise a mis des choses en place ou pas, ce qu'elle pourrait mettre en place, et c'est suivi aussi également d'un plan d'action. Donc on accompagne, on donne aussi des éléments probants pragmatiques et comme ce genre d'intervention au niveau des masterclass, on préconise certaines idées que l'on a vues à droite et à gauche, et c'est aussi un échange, et c'est un moment d'échange. C'est un moment où le chef d'entreprise
se permet de s'arrêter, faire une photo synthèse et analyse de son entreprise et de voir vers quel objectif il veut tendre. Donc, n'hésitez pas à nous consulter à ce niveau-là. Vous pouvez vous mettre en lien sur la chambre et vous verrez, on organise ce genre de prestations. Voilà. Merci Damien. Merci à vous. Excusez-moi, j'ai une petite question. Avec plaisir. Alors, deux questions. Déjà, est-ce que en fait, vous diffusez la présentation aux participants? Oui, vous voulez bien sûr, oui. Oui, ok. Oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire en début de masterclass, mais effectivement, oui, les éléments nous sont transmis. D'accord. Et alors, concernant le chèque vert, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris si... je crois comprendre de vos propos qu'il peut également être utilisé, non pas forcément sur de l'aide à l'investissement, mais également sur du diagnostic et du conseil. Est-ce que j'ai bien interprété? Alors, sur les dépenses éligibles, pour moi, ce sont les dépenses d'investissement uniquement. D'accord. Okay. Alors, en ce qui concerne de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, est considéré comme étant de l'investissement, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui permet la rédaction d'un document qui, derrière, vous amènera des investissements, tout simplement, donc des études d'ingénierie ou préopérationnelles. D'accord. Okay. Les autres types d'études ne sont pas considérés comme des dépenses d'investissement, donc ne sont pas éligibles à ce chèque vert. Non, mais une étude de dimensionnement, effectivement, d'un composteur, enfin une étude de faisabilité pour la mise en place d'un composteur interne, par exemple, ça pourrait rentrer dedans. Oui, c'est une dépense d'investissement. Ok, très bien, merci. Et pour prolonger votre question, la prestation qu'offre la Chambre au niveau du diagnostic, elle est subventionnée en fait, donc mais elle est gratuite pour celui qui la reçoit. Voilà, c'est dans le cadre de France Relance. Donc voilà. Donc la prestation et de conseils apportés, et de diagnostic fait, et de plan d'action est gratuite. Après, c'est dans le cadre de vos dépenses que vous êtes aidé par la région. Et dans le cadre de vos investissements. Voilà. On va laisser la parole à Isabelle. Isabelle, vous faites votre présentation directement ? Oui, je vais me présenter. Ah bah super. Un tout petit peu, moi aussi. Donc vous prenez la main, on vous laisse prendre la main. Donc je suis Isabelle Thibault, co-directrice du parc Aventureland avec mon mari, copropriétaire également. On a pris le parc Aventureland avec mon mari il y a 3 ans et demi maintenant. Derrière moi, un diplôme d'ingénieur en chimie, lui un diplôme d'école de commerce. Voilà, des bons cadres dynamiques parisiens pendant 15 ans. Moi, chez Procter & Gamble dans les parfums, donc j'ai pu appréhender ce que c'est d'être un numéro X dans une grosse société. Et c'est un petit peu ça, voilà, qui nous a fait envie d'avoir autre chose. Donc la crise de la quarantaine aussi probablement, d'avoir envie de donner du sourire aux gens et d'en profiter, en fait, tout simplement pendant la journée de sortir du métro boulot dodo. Et on a visité ce parc Aventureland qui était en vente pour départ à la retraite en fait des gérants. Et on a eu un coup de cœur. Voilà. Donc l'aventure commence ici. Je partage ma présentation. Hop. Alors, est-ce qu'il faut que je passe comme ça? Parfait. C'est parfait, Isabelle. Et alors, je vais essayer, moi, de me mettre mes notes. Hop. Est-ce que vous voyez toujours en plein écran? Plein écran, c'est parfait, ouais. Très bien. Ok. Eh bien, c'est parti. Donc, vous découvrez le visuel de la campagne 2022, de la prochaine saison, en exclusivité avant-première. Et ça vous donne un bon aperçu de ce qu'est notre parc. C'est un parc nature et naturel de plein air, voilà, avec une partie accrobranche et une autre partie de jeux multiples. Et on a un petit peu changé les codes cette année. Ce qu'on voulait juste montrer, c'est venez avoir du fun, en fait, à Aventureland. Venez vous mettre la tête à l'envers, venez oser l'aventure. Donc, comme je vous le disais, en septembre 2018, c'est un parc qui avait énormément de potentiel, qui a été plutôt bien exploité, voire très bien exploité. Par contre, plutôt très mal géré.
donc on s'est retrouvé devant un parc avec beaucoup de choses à faire, et en particulier au niveau des infrastructures, eau, électricité, c'est un petit peu fait avec des bouts de ficelle. Donc petit à petit, on essaie de reprendre tout ça et de tout remettre au propre. C'est un parc qui a 20 ans, donc qui a commencé par un labyrinthe dans un champ de maïs, et puis petit à petit qui s'est construit sur des jeux et des attractions. Alors, je vais dire activité plutôt qu'attraction, parce que vous verrez qu'on n'a pas d'attraction à proprement parler. Dans un esprit toujours de plein air, de nature, et assez sportif, que le visiteur soit acteur vraiment de son aventure. Donc, on est situé à Magny-en-Vexin, tout à l'ouest du 95. On est en plein cœur du parc naturel régional du Vexin. Donc, c'est un gros avantage, mais vous verrez aussi que ça apporte des contraintes. En termes de cible, on est vraiment un parc familial. Il y en a pour tous les âges, de 0 à 99 ans. C'est vraiment un parc tous, qu'on veut familial, qu'on veut accessible, pratique. C'est à moins d'1 heure de Paris, même à 45 minutes de la porte de Clichy. Et on est juste aux portes de la Normandie, aux limites du 27, du 60, à la campagne. C'est un parc qui comporte donc un snack et une boutique. Peut-être un point de restauration à venir dans l'avenir, et donc 2 blocs sanitaires, donc avec tous les déchets associés qu'il peut y avoir. En image, ça donne quoi? Donc juste pour que vous voyez rapidement comment ça structure. On a toute la partie droite qui est en forêt, avec de l'acrobranche, avec des parcours dans des filets. Avec, vous voyez le petit spaghetti qui tourne, c'est une tyrolienne à virage, le Vire Express, il n'y en a que 3 en France, et la nôtre est la plus longue et celle qui tourne le plus, donc unique en Europe. Venez découvrir ça. Et sur la partie gauche, une partie pleine, donc avec des jeux gonflables, des toboggans, un labyrinthe naturel. Et vous verrez tout en haut, la seule attraction ou activité électrique en fait qu'on a, qui sont des petits cartes électriques et des bumpers pour les adultes. Sinon, tout le reste est mécanique et sans électricité. Vous voyez aussi les petits points orange. Ce sont des espaces de pique-nique, des tentes couvertes pour les pique-niques. On accueille bien sûr 50% de notre clientèle sont des groupes scolaires et de centres de loisirs ou des associations, des clubs sportifs qui ont le droit, qui peuvent pique-niquer et qui le font, qui pique-niquent sur place. Donc vous voyez déjà le potentiel effectivement en biodéchets que ces 10 tentes vont apporter sur le parc. Dans quel contexte on est arrivé? Donc, environnement au sens large du terme. Donc, je vous disais, c'est un parc nature et naturel. On est dans le Vexin, donc on n'a pas le droit de tout faire. On ne peut même pas mettre de panneaux solaires. Tout ce qui est nuisance sonore ou olfactive est strictement interdite. Donc voilà, le parc était parti sur des activités non électriques et c'est vraiment une ligne qu'on veut garder. On veut aussi que le visiteur soit acteur de son attraction. Donc oui, il faut suer un petit peu, remonter la luge du bobsleigh pour pouvoir profiter de la descente. On arrive dans un contexte où le côté vert prend toute son ampleur. Donc là, Damien en a beaucoup parlé, les lois anti-plastique, les lois anti-vaisselle à usage unique, et effectivement tout ce recyclage ou valorisation en tout cas des biodéchets qui depuis quelques années prend vraiment de l'ampleur. Le Smirton, donc c'est notre organisme de collecte des déchets, et déchets ménagers et déchets recyclables. On est arrivé dans un contexte très mauvais où en fait des plaintes avaient été déposées par l'ancien gérant parce que le Smirton ne collectait pas tous nos déchets. En même temps, il y avait des limites et clairement, on était hors limite. On a essayé de trouver des solutions. On est aujourd'hui dans une relation qui est apaisée, qui est constructive. Et c'était c'était quelque chose d'indispensable. Je pense qu'on ne peut pas agir dans l'environnement si déjà on n'est pas bien et constructif avec l'entreprise qui relève nos déchets. On est arrivé donc tout frais, tout neuf. Moi, je vous disais de la chimie, mon mari du grand commerce, même de l'informatique. Donc on ne savait pas trop ce qu'on faisait sur le début, sur cette activité. Donc on a juste écouté les gens. Et au niveau des visiteurs individuels, ce qui vraiment pêchait, c'est la qualité de la restauration avec des plats préemballés à réchauffer au micro-ondes, donc du congelé, des commerces pas du tout de proximité. Et ça a été clairement critiqué. C'était clairement aussi une incohérence par rapport à notre ADN, encore une fois, de nature et naturel. Au niveau des groupes, le souci, c'était les sanitaires, la quantité et leur état. Quand vous avez des petits-enfants qui ont passé 45 minutes dans le car avant d'arriver, forcément, la première attraction, c'est de passer aux toilettes.
Et quand vous y passez 1h30 parce que c'est pas fonctionnel, c'était un souci. Donc ça a été nos 2 premiers chevaux d'attaque. Ensuite, le respect de l'environnement, c'est une sensibilité qu'on a, nous, depuis tout petit. On a vraiment été élevés dans ces valeurs de non-gâchis, de propreté, de rangement, peut-être plus que le côté écolo, voilà, qui n'était pas encore, on va dire, à l'ordre du jour dans ces 50 dernières années. Mais voilà, on a été quand même élevés dans ce respect. On vient du 77, de la Brie, un endroit très vert aussi. Et c'est quelque chose qui coule dans notre sang depuis le début. Et forcé, alors pas dans le sens où on nous a mis des menottes, mais forcé dans le sens où, voilà, au niveau politique et au niveau des lois et des décrets, effectivement, il faut qu'on s'y mette. C'est le moment où on n'a plus d'autre choix. Parce qu'il y a aussi des sanctions qui n'existaient pas avant, qui arrivent. Vous faites trop de volume, même au niveau des particuliers, maintenant c'est sanctionné. Il peut y avoir des taxes améliorées. Voilà. Donc ça doit faire partie en fait de notre quotidien, ce respect de l'environnement et cette projection vers le développement durable. Donc justement, le développement durable, c'est quoi pour Foxy, notre petite mascotte? C'est déjà respecter l'environnement, le protéger et y être utile, essayer d'être aussi utile pour la planète qu'elle est utile pour nous. Pas simple, mais en tout cas, c'est l'idée. La durabilité, c'est aussi promettre un bel avenir à nos enfants. Je reprends la définition du développement durable, c'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc oui, c'est encore une fois utiliser ce que nous donne la planète, mais aussi penser que tout n'est pas inépuisable et qu'il y a d'autres qui vont en avoir besoin après nous. C'est bien sûr trier, recycler, réutiliser, réparer. Là, je ne m'étends pas parce qu'on nous en parle beaucoup en ce moment, mais vous voyez sur le nombre de couleurs qu'on est capable de plus en plus de trier, de séparer nos déchets et du coup de les valoriser de mieux en mieux. Et c'est aussi, j'ai mis choisir, c'est faire des choix, c'est-à-dire que c'est être dans l'état d'esprit à chaque fois qu'on doit prendre une décision, qu'on doit faire un choix de nouvelles attractions, est-ce qu'on répare, est-ce qu'on achète du neuf, dans quel matériau. Et il y a ce paramètre développement durable en fait qui fait partie de nos décisions et c'est vraiment devenu mécanique. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Avant, on avait l'impression de se forcer en fait pour être écolo ou limite d'être en marge ou de faire partie d'une niche, être écolo. Non, maintenant, voilà, c'est quotidien et ça fait partie de nos décisions de tous les jours. Qu'est-ce qu'on a déjà fait par rapport au développement durable? Donc voilà, je précise que c'est pas une présentation sur la gestion des biodéchets, on n'en est pas encore là. Ce que j'ai dit aussi à la CCI, c'est que ça s'inscrit dans une démarche complète, qu'on peut pas juste parler des biodéchets, qu'on peut pas juste parler de tri, si on n'a pas une démarche en fait plus globale par rapport à ça. Donc restons très très humbles, il y a encore beaucoup, je vous le disais, voire tout à faire au niveau des infrastructures, on part vraiment presque de zéro. On est arrivé dans un contexte tendu, donc on apaise petit à petit, mais qui n'est pas toujours facile non plus, particulièrement avec le PNR, le parc régional du Vexin, qui nous met énormément de contraintes et qui ne nous inscrit pas encore dans ces démarches écologiques. En tant qu'ERP, établissement recevant du public, on a une image de pollueur, quelque part, donc il faut aussi qu'on se détache de cette image pas très qualitative. Mais on est très convaincus, comme je le disais. J'espère que j'ai l'air de l'être. Les petits maillons font les grandes chaînes. Donc, on n'est pas très gros. C'est pas les actions du parc Aventureland qui vont sauver la planète. Mais encore une fois, si tout le monde s'y met pas, on n'y arrivera jamais. Les mentalités évoluent. Donc, ça, on le sent à l'école. Moi, je le sens avec mes enfants, avec les nouvelles générations. Encore une fois, ça fait de plus en plus partie du quotidien. Et quelque part, c'est de plus en plus facile, en fait, de passer la bonne parole et de mettre les actions en action. Donc même un peu, c'est mieux. On a envie de faire beaucoup, mais voilà, on a bien compris que ça se fera petit à petit et que ça va s'amplifier et que tout l'environnement fait aussi que ça va nous aider à l'amplifier. Donc on continue, on avance, on lâche rien. Donc ce qu'on a déjà fait, donc il y avait une partie sanitaire que je passe parce qu'elle est vraiment hors sujet. Au niveau de notre snack, donc on a un petit snack, une petite friterie. On a amené des friteuses, du coup on a dû amener du gaz. On faisait beaucoup d'allers-retours à la consigne avec nos 2 bouteilles de gaz à la main. On a essayé d'enterrer cette cuve qu'on n'a pas remplie depuis 1 an. Donc on limite, mine de rien, les allers-retours en voiture, l'essence dépensée, le prix de la consigne, etc. etc. Et c'est quand même, en termes de sécurité aussi, c'est beaucoup mieux. On a supprimé donc tous les plats
qui était à réchauffer au micro-ondes avec 15 suremballages avant d'accéder à votre petit déjeuner, pas très bon d'ailleurs. Donc maintenant, alors on est sur du congelé, mais ce qui nous permet aussi de réduire le gâchis et la perte alimentaire. Voilà, frites, nuggets, steak haché, des choses assez simples, voilà, qu'on gère au jour le jour, et on s'en sort beaucoup mieux, voilà, avec les dates de péremption et les dates limites d'utilisation également. On est passé à la vaisselle biodégradable, des assiettes en pulpe de canne et des couverts en bois. Là aussi, on a un petit peu anticipé, on n'aura plus le choix l'année prochaine. On va, ça y est, nous, c'est fait, c'est bordé, c'est passé. On y est déjà. Vaisselle biodégradable, donc qui est aussi recyclable avec les cartons et plastiques, avec les emballages. Et donc, c'est des plats cuisinés sur place. Donc, je vous disais, il y a moins de pertes, il y a moins de gâchis. Avec les réservations, on a quand même à peu près une visibilité sur le nombre de personnes qu'on va accueillir à la journée. Du coup, ça nous permet de sortir la quantité nécessaire, voire d'être en rupture, mais il y a d'autres produits à proposer. Et il y a une acceptation voilà, tout à fait impeccable au niveau des visiteurs par rapport à ça. Le bouche à oreille commence à fonctionner. On est content de voir qu'il y a de moins en moins de pique-niques qui arrivent et que les gens savent que voilà, à Aventureland, on peut aussi bien manger pour un prix correct. On a aussi passé depuis 2 ans au gobelet réutilisable à l'Eco-Cup. Donc, vous prenez votre Foxy Cup à la consigne à 1 €, soit vous la gardez en souvenir, soit vous nous la ramenez, on vous la rembourse. Donc là aussi, on a complètement supprimé les gobelets en plastique. Et voilà, toujours dans cette optique vraiment de réutilisable. La grosse partie voilà, qui me prend pas mal de temps en ce moment, c'est le tri et la collecte. Alors, je vais te mettre des emballages. Donc j'étais partie en fait pour proposer plus de points de pré-collecte, donc plus de poubelles jaunes voilà, sur le parc pour la collecte des emballages. Et mon idée est tombée en plein appel à la manifestation d'intérêt de Citeo, peut-être certains d'entre vous qui en ont entendu parler ou qui ont été sollicités aussi, voilà, qui subventionne en fait un petit peu comme le chèque vert, mais là les actions sur le tri des emballages. Et du coup, ça m'a permis de mettre un vrai projet en place, voilà, d'une simple commande de support de poubelle. Je suis passée à un vrai projet sur 1 an avec des objectifs, des résultats à atteindre. C'est chronophage, mais ça vaut le coup et ça donne une vraie ampleur là aussi à notre intention. Donc l'idée, c'était de rénover et d'augmenter nos points de pré-collecte avec le simple statut de se dire si on ne donne pas la possibilité aux visiteurs de trier correctement sur le parc, forcément, ils ne le feront jamais. Et l'objectif de Citeo, c'est vraiment de poursuivre le geste, vous verrez beaucoup HF, hors foyer. Donc c'est de poursuivre ce qu'on fait aussi à la maison, à l'extérieur, quand on va en visite, sachant que les lois ne sont pas encore les mêmes. Je pense que Damien pourrait bien nous en parler d'un département à l'autre au niveau du tri. Donc ce qu'on fait à la maison, on ne peut pas forcément le faire ailleurs. Et ça aussi, c'est pas forcément simple en termes de communication, d'où une nouvelle communication aussi, pour essayer de clarifier les idées et d'améliorer tout ça. On met aussi en place une revue, un pilotage du ramassage avec le SMIRTOM pour pouvoir gérer notre saisonnalité. Vous verrez après ce qu'il en est. Donc les objectifs, je vous le disais, c'est de continuer le geste du tri hors de la maison. Bien sûr, d'améliorer la qualité du tri, d'éviter les erreurs dans les sacs poubelles jaunes qui font que derrière, le déchet ne peut pas être valorisé. Travailler aussi sur la quantité collectée. Donc, je vous disais, on a une saisonnalité. On est ouvert d'avril à octobre. Donc, forcément, on n'a pas du tout la même quantité de déchets tout au long de l'année. D'avoir cette économie circulaire, participer au maximum au recyclage, à la réutilisation des produits. Et bien sûr, d'améliorer le confort de nos visiteurs et nos employés. On est vraiment reconnu pour être un parc propre et il faut que ça le reste. En image, les petits points et carrés verts, donc ça s'appelle les points de pré-collecte. Donc c'est les poubelles pour les autres déchets, les ordures ménagères non valorisables, et donc les points jaunes pour le tri des emballages. Vous verrez qu'il y en a pas mal. Déjà, il y en a une vingtaine. On va passer à 28. Et surtout que les petits points verts ne sont pas toujours accompagnés de petits points jaunes. Donc comme je vous le disais, le statut très simple, c'est si on veut que les visiteurs trient correctement, il faut leur en offrir la possibilité. Donc le projet était très simple, c'était de créer des couples de poubelles partout. Cette poubelle verte et cette poubelle jaune, et bien d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on met dedans pour qu'on améliore cette qualité, cette quantité de collecte.
On en a rajouté aussi, vous voyez, un petit peu en bas sur le parking, puisqu'effectivement, c'était Tchernobyl le soir, au moment du départ. Je passe rapidement, c'est pas forcément le sujet d'intérêt de la journée, mais voilà, on a commencé en haut, c'était avant, en bas, c'est après. Donc, à remettre tous les supports à la bonne hauteur, à réparer les supports cassés, à les repeindre pour ceux qui étaient trop vieux. Donc, à en racheter, l'achat qui est subventionné du coup par Citeo. Voilà, avec ce principe, donc sur un poteau ou sur un mur, on aura toujours ce couple. Alors, ce sera le jaune à gauche, parce qu'on commence par regarder ce qu'on peut trier, et le noir à droite. Tout le reste, du coup, on le mettra sur la partie droite. Donc voilà, ça va donner ces petites affiches d'orientation en fait sur chaque point de pré-collecte, sur chaque poubelle, pour expliquer ce qu'on doit mettre dans le couvercle jaune et ce qu'on doit mettre dans l'autre couvercle, en signalant aussi qu'il y a des 3 points de collecte du vert sur le site. Et je prépare aussi des affiches de sensibilisation, donc qui seront un petit peu plus grandes dans quelques points stratégiques du parc, pour expliquer que c'est fastoche pour un avenir moins moche, il suffit de suivre les indications. Donc on a ce bénéfice d'être un parc de loisirs et de pouvoir être un peu rigolo et forcément de mettre du ludique dans tout ça. Si les gens en plus y prennent du plaisir et s'amusent, forcément ça se passera encore mieux. Notre slogan étant oser l'aventure, voilà. Et Aventureland, on ose aussi le tri et ici on trie. Pour info, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est ce petit site là qui s'appelle Kitri qui vous propose pléthore de pictogrammes et de mise en page, voilà, pour faire votre communication. Très pratique et très sympa, je recommande. Je vous disais voilà ce que ça donne au niveau de nos déchets. Vous voyez le pic de consommation au niveau des sorties scolaires de fin d'année à fin juin. Et là aussi, merci le Smith-Tom, on a réussi du coup à mettre en place un ramassage exceptionnel au cours de l'été, ce qui nous permet de redescendre à un niveau correct de volume des déchets, ce qui sinon est vraiment compliqué, sachant qu'on est limité donc à 6 bacs de 660 litres par semaine. Je passe vite là-dessus. Pour aller au cœur du sujet, qu'est-ce qu'on aimerait faire, et particulièrement par rapport à la valorisation des biodéchets. Donc, on pense bien sûr au recyclage avec le compostage. On aimerait aussi aller plus loin dans la réduction des volumes des déchets, donc avec le compactage, mais aussi en réfléchissant à nos commandes, aux snacks, par rapport au volume en fait des cartons qu'on achète et qu'on doit stocker. Et on veut aussi continuer à sensibiliser, impliquer, guider et récompenser les bonnes pratiques, même si je vais mettre un bémol sur ce terme récompenser, parce que pour moi, ça doit être inné, le respect de l'environnement et la valorisation de nos déchets. Donc récompenser dans le sens où on va donner des cadeaux si vous avez mis le bon emballage dans la bonne poubelle, parce que pour moi, c'est très démago et c'est pas ce qu'il faut faire. En revanche, mettre un petit mot ou un petit remerciement au directeur du centre de loisirs parce que son groupe il s'est super bien comporté et qu'il a fait ça très bien. Voilà, c'est comme ça aussi le cercle vertueux qu'on va faire, qu'on va donner aux gens l'envie de continuer et qu'ils aient un vrai reward, en fait, une vraie valorisation et récompense personnelle du fait d'avoir fait le bon boulot. Là aussi, Damien en a pas mal parlé, donc il y a budget et des aides qui sont accessibles en ce moment. Donc voilà, merci la CCI, merci Citeo pour tout ce que vous faites. Franchement, ça aide beaucoup. J'ai déjà eu des échanges avec notre intervenant suivant pour le compostage et plutôt pour le ramassage des déchets verts. Le fait est qu'on en produit assez peu sur le parc. On doit être à 5-6 tonnes de déchets totaux à l'année, donc forcément pour les biodéchets on est encore loin des 5 tonnes, mais c'est pas grave, justement là aussi on essaie d'être un petit peu précurseur et de préparer les choses à l'avance. Donc le chèque vert, effectivement, très bien, et c'est maintenant, donc il faut le faire maintenant. Je sais pas si dans 2 ans il sera encore là, et on se rend compte en fait quand on prend nos décisions et qu'on fait nos choix que c'est souvent moins cher d'être vert. Je crois qu'on a été, je suis de la génération super consommation, où il faut avoir plus, où il faut avoir la télé dernier cri, etc. Et qu'on se rend compte aussi que le dernier cri, ça coûte cher, et que finalement, revenir au principe de la petite maison dans la prairie avec sage, son poteau et ses assiettes en bois, ça marche aussi, et puis que ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, après, on est en discussion, mais si vous avez d'autres idées, d'autres conseils, bien sûr, je suis preneuse.
On en parle après. On a une très jolie mini-ferme. Là, je parlais de la petite maison dans la prairie. On n'est pas loin sur le parc. Donc, un petit bâtiment et 2 hectares qui sont dédiés à la présentation des animaux, ce qui plaît beaucoup aussi aux écoles, aux centres de loisirs. Donc, on a ce cas des animaux aussi auquel on ne pensait pas du tout il y a 3 ans quand on est arrivé, qui est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Donc, il y a toute cette responsabilisation par rapport aux zoos, où ils sont maintenant obligés de respecter, je crois, à 80% sur 4 pages de critères, le milieu naturel des animaux, donc en termes de surface, en termes de nourriture à disposition, en termes de matériaux utilisés pour les enclos. Donc nous aussi, à moindre effet, mais ça nous touche aussi. L'interdiction des animaux sauvages au cirque. Donc, là, on en est loin aussi, mais c'est tout ce contexte en fait de respect de l'animal qui est en train de prendre de l'ampleur. Et donc, normalement, pour avoir nos animaux pendant la saison, on les loue tout simplement à une ferme pédagogique, à la ferme des Cancours, pour la citer. Ils nous ont mis un petit ultimatum cette année, tout à fait louable, qui est d'avoir une attitude responsable, que le fait de juste prendre des animaux pour les mettre, même dans un espace ou derrière des barreaux, juste pour les mettre en vitrine aux visiteurs, ça n'allait plus être possible, c'était plus acceptable et qu'on devait vraiment s'inscrire dans une démarche éco-responsable. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? De l'éco-pâturage, peut-être, sachant que l'éco-pâturage, c'est juste avoir des animaux qui tondent votre pelouse. Donc, pendant la saison, on y est, mais on nous demande que ça soit vraiment une attitude tout au long de l'année et pas simplement quand on est en activité. Donc, on est en train de voir pour acheter un joli couple de petits cochons, comme vous les voyez en bas à droite, des cochons de Göttingen, qui nous permettrait du coup, je passe aussi à la slide suivante, de valoriser encore plus nos biodéchets, d'avoir cette attitude encore plus éco-responsable. Donc un petit exemple de circuit court et encore on est petit, donc on a aussi des petites ambitions, mais aussi des choses plutôt simples à mettre en place. Donc comment ça pourrait se passer ? Les gens prennent leur repas au snack ou amènent leur pique-nique sur le parc. Ils vont aller jeter du coup leurs déchets alimentaires dans des, je pense, 3 points de poubelles de pré-collecte, donc une au snack et 2 sur les principales tentes de pique-nique que je vous montrais tout à l'heure. Ces petites poubelles, elles vont servir et à nourrir les volailles et les cochons, et aussi aller dans un composteur. Donc on mettra aussi pas loin de la mini-ferme, parce que c'est là qu'on en aura probablement le plus besoin. Sachant que je pense que la personne suivante en parlera mieux que moi, mais dans un composteur, la recommandation, c'est de mettre 30% de déchets organiques et 70% de déchets verts. Donc ça aussi, on a bien sur le parc de l'herbe, des feuilles, des brindilles, les travaux en forêt, bien sûr. Là, on est en plein dedans tous les hivers à ramasser les feuilles, à déblayer, à élaguer les arbres qui en ont besoin. Donc c'est quelque chose qui est aussi tout à fait à notre portée de respecter cette proportion, de 70% de déchets verts et 30% de déchets alimentaires dans le composteur. Qui serviront à quoi ensuite ? À faire nos travaux d'hiver, à reboucher les trous en forêt que les taupes nous font, à aussi embellir nos parterres de fleurs. Voilà. On a aussi des espaces qui sont bien aménagés. Donc cette terre bien fertile, on saura absolument quoi en faire. Voilà pour l'avenir. Je compte sur votre aide aussi. Je vous dis merci et j'attends les questions s'il y en a. Merci beaucoup Isabelle. C'était très bien. Un petit peu de fun, voilà. Ouais. C'est drôle de trier. C'est le message que vous avez fait passer et ça c'est un beau message. Et j'avais une question, vous l'avez osé la poser Isabelle, à Damien Antoine. Est-ce qu'il y a une homogénéisation aujourd'hui? Est-ce que vous avez le retour de ça sur les différentes régions, etc. Parce que je sais que vous êtes au niveau de l'Île-de-France, mais est-ce qu'il y a une homogénéisation, ou des aides, ou tout au moins de cet élan? Alors, justement, j'allais dire, ça tombe bien que vous me posiez la question, sur les extensions des consignes de tri, vous l'évoquiez tout à l'heure, les différences entre de consignes de tri entre les différents, alors j'appelle ça des EPCI, donc les différents établissements publics de coopération intercommunale à compétence collecte pour le coup. Sachez que ça devrait normalement se finir, puisqu'on est en pleine extension des consignes de tri. Maintenant, tous les plastiques sont recyclés, sont recyclables. La date butoir pour ces collectivités pour mettre en place cette extension des consignes de tri est fixée au 31 décembre 2022. Donc fin 2022, et Citeo est dans son dernier appel à projet pour cette harmonisation
des extensions des consignes de tri. Fin 2022, donc au 1er janvier 2023, normalement, à l'échelle de la France, les consignes de tri devraient être identiques. Donc ça inclut aussi pour un habitant, n'importe qui, de pouvoir trier de la même façon chez lui et potentiellement de la même façon dans les établissements recevant du public, donc hors foyer. Et c'est le but de l'opération, que le geste de tri soit le même, avec une même identité visuelle, que l'on soit chez soi ou dans différents établissements recevant du public, ou même sur le domaine public, dans les transports, voilà, dans les différents autres lieux que nous pouvons fréquenter. Donc là-dessus, il y a bien une harmonisation qui est prévue, et je pense, le souvenir Tom du Vexin, je pense que vous pouvez les interroger là-dessus, ils doivent déjà savoir à quelle date ils franchiront pas. Alors, effectivement, on a bien sûr déjà échangé sur le point. Donc oui, la date butoir du 1er janvier 2023, alors 31 décembre 2022, on est bon. Ils en sont bien conscients. C'est vrai que Citeo force beaucoup. Donc la position du SMITOM, c'est de dire de toute façon, on n'a pas le choix, donc on va le faire. Donc on les ramassera, tous les emballages. Maintenant, est-ce qu'on sera en mesure effectivement de bien les valoriser derrière? C'est pas gagné. C'est beaucoup de changements au niveau des centres de tri et de recyclage. Voilà. Bon, moi, en tout cas, en effet, pour ce qui nous concerne, le chaland lambda pourra effectivement trier de la même façon à tous les endroits. Ce qui se passera derrière, j'espère que ça va vraiment bouger cette année, parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit très bien. En effet, pour des questions financières aussi, oui, la fin de l'échéance, mais bon, ça après, c'est le SMIRCOM. Et il y a beaucoup de politiques qui traînent en ce moment, donc ça aide pas à faire la part des choses, à y voir clair. Pour répondre à Christophe sur les aides, oui, la beauté de la chose, alors Citeo force, mais derrière, mais aussi les moyens. C'est-à-dire, vous avez vu mes panneaux de communication qui sont encore du coup pas sur l'extension du tri. Je vais avoir aussi dans la subvention de quoi imprimer mes autres panneaux quand l'extension du tri soit passée. Donc en fait, je vais les imprimer cette année. Voilà, ils seront mis en place qu'en 2023. Mais oui, effectivement, il suffit de discuter un peu et de mettre les choses en place, et les aides sont là aussi. Même si, attention, ils remboursent 50% des dépenses. Donc au final, vous êtes quand même poussé à investir plus que ce que vous aviez prévu au début. Mais encore une fois, le projet est très joli et a pris de l'ampleur, et c'est très bien comme ça. C'est plus qu'une sensibilisation, c'est de dire on vous donne un coup de pouce, et d'ailleurs ça fait partie du chèque vert, c'est 50% de l'investissement. Voilà. Vous devez investir, donc vous devez le faire puisque la réglementation au fur et à mesure l'impose, et donc pour vous, plus que vous sensibiliser, pour vous accompagner dans cette transformation, parce que c'est une transformation en fait de la société, des esprits, de tout. Et il faut avoir un esprit aussi pédagogique comme vous le faites, Isabelle, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Parce que c'est parce que voilà, qu'on soit convaincu en tant que chef d'entreprise, on doit, c'est pas forcément une évidence, mais qu'après on puisse le transmettre et le transmettre à ses salariés, bien évidemment, et les investir et qui s'approprient le sujet aussi, mais qu'on le transmette à ses clients, parce que c'est souvent vos clients aussi. Ça fait partie du cercle vertueux. Et donc, pour revenir sur cette dimension-là, effectivement, puisque de toute façon c'est un investissement, il ne doit pas être forcé, il vaut mieux qu'il soit vécu plutôt que subi. La région aide aussi à cet investissement, et c'est toujours ça d'accompagnement. C'est pas négligeable. 50% de l'investissement, c'est quand même assez intéressant. Et pour aller plus loin, plus vous anticipez, plus vous avez des chances de pouvoir être soutenu, notamment par les organismes publics. Très clairement, à partir du moment où la réglementation entrera en vigueur sur le tri à la source des biodéchets, les aides vont potentiellement au fur et à mesure disparaître. Donc plus vous êtes innovant, plus vous êtes aussi vous êtes précurseur, plus il y a des chances que l'on puisse vous accompagner aussi. J'évoquais tout à l'heure sur le règlement d'intervention zéro déchet économie circulaire. Si vous voulez aller plus loin dans votre démarche, ça demande vraiment un investissement en temps plus large sur la gestion de vos biodéchets. La région pourra vous accompagner en termes d'investissement sur ce que vous pourriez mettre en place d'innovant sur la question des biodéchets. Je parle un tri in situ, un traitement in situ, des choses encore une fois innovantes, mais il existe pas mal d'aides. Même l'ADEME, qui n'est pas présente aujourd'hui, n'est pas représentée, finance aussi ce type de projet. Ouais, tout à fait, et je réinsiste sur le fait que, pour nous, en fait, c'est des petits budgets. On fait quoi j'allais dire 1,5 million, ces 2 dernières années, c'était plutôt moins d'1 million de chiffre d'affaires, mais on espère que 2022 va aller mieux.
Voilà, là où on est en train de parler d'une nouvelle activité à 90 000 euros, mon budget sur la MI de Citeo, il est de 3 000 balles, quoi. Enfin, voilà, donc certes, c'est très chronophage, encore une fois, ça demande du temps et de l'implication, mais enfin, voilà, vraiment, je réincite tout le monde à se lancer parce que c'est pas beaucoup d'investissement financier, voilà, pour, j'espère, beaucoup de résultats. Allez, j'arrête sur ma démagogie aussi. Non, mais c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va enchaîner donc avec Olivier maintenant, notre deuxième expert. Je vous laisse la présentation. À vous. Merci. Expert, c'est un grand mot. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Alors, nous, Moulineau, on est une entreprise sociale et solidaire spécialiste des déchets alimentaires. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Du coup, je vais essayer de rentrer dans les détails d'innovation qu'on a mis en place. Alors, Moulineau, notre approche, c'est qu'on est donc les spécialistes du déchet alimentaire. Alors là aussi, je vais aller vite, mais le biodéchet, qu'est-ce que c'est? Alors d'ailleurs, le terme biodéchet, nous, on n'aime pas trop l'utiliser. On préfère dire reste alimentaire. Le terme biodéchet, il y a encore de moins en moins, mais il y a encore des gens qui pensent que c'est un déchet bio. Donc on préfère parler de reste alimentaire, puisque le déchet alimentaire, pour nous, n'en est pas un. L'objectif de Moulineau, c'est de détourner ces restes alimentaires de l'incinération et de l'enfouissement, dans lesquels ils polluent les sols, ils polluent l'atmosphère, alors qu'en fait, c'est une ressource, le déchet alimentaire. Nous, on préfère pour cela parler de restes alimentaires, et on dit qu'on est des collecteurs et des recycleurs de matières premières, en fait. C'est comme ça qu'on se définit. Avec, bien entendu, l'objectif premier, ça a été dit avant, d'être dans la prévention. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Donc, nous, chez Moulineau, on va essayer d'aider les restaurants, les hôtels, les marchés alimentaires, partout où il y a du biodéchet, on va essayer de les aider à ce qu'il y en ait moins dans la poubelle. C'est comme ça l'objectif premier. Donc le reste alimentaire, c'est tout ce qui est animal ou végétal, et c'est ce qu'on va essayer de mettre de côté en vue d'un recyclage local. La loi, je passe vite, ça a été vu en long, en large. Je reviens juste sur le point des aides. L'ADEME, en effet, aide au développement de la filière. Attention, plus le temps passe, moins l'ADEME va aider. Donc je rejoins tout ce qui a été dit avant. Si des choses n'ont pas déjà été mises en place, c'est le bon moment. Alors, Moulineau, on est les spécialistes du déchet alimentaire, du reste alimentaire, et on a 3 activités. Pourquoi faire les choses compliquées quand on peut les faire simples? C'est vraiment, premièrement, la mise en place du tri. Lorsque le tri des restes alimentaires a été mis en place et qu'on a formé les gens à cet anti-gaspi et à ce tri, on collecte de manière écologique, avec une flotte qui est innovante et qui est étudiée pour le monde urbain. Et lorsque la collecte a été faite, on recycle. Et on recycle le biodéchet selon 2 procédés, méthanisation et compostage. Je ne sais pas si ce sont des termes qui vous parlent, déjà. Mais l'idée, c'est qu'on met en place les 2 filières. Et d'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu plus tard, tout à l'heure, avec des vidéos qui vous parleront. Alors, la mise en place du tri, c'est quoi? En fait, tout simplement, l'idée, c'est de séparer tout ce qui est d'origine animale et de le mettre de côté, puisque une fois que la poubelle est mélangée, si tout est mélangé, si tout est mis ensemble, on ne peut plus recycler. C'est pour ça qu'on crée un flux alimentaire chez nos clients. L'idée, ça va être que les biodéchets, comme on le voit là, les biodéchets sont mis dans un sac plastique transparent, et le sac plastique transparent, il est mis dans un bac poubelle spécifique alimentaire qui reste dans le local technique. Petite question, tiens, est-ce que vous savez pourquoi la poubelle alimentaire, elle est marron et pas une autre couleur? Non. Pour faire penser à la terre, peut-être?
Ouais, ouais, mais c'est ça. En fait, l'idée, c'est que moi, je suis pas parisien, moi, je suis pas francilien. Et il y a un truc qui m'a beaucoup gêné quand je suis arrivé, c'est que je comprenais rien au niveau des couleurs de poubelle. Chaque ville a ses couleurs. Moi, chez moi, j'ai du bleu, par exemple, dans le sud. Le bleu ici, je l'ai cherché pendant longtemps, je l'ai pas trouvé. Et en fait, l'Europe a fait un truc intelligent, c'est qu'ils se sont dit que la poubelle alimentaire, partout en Europe, ben, ce sera la poubelle marron. Et marron, pourquoi? Parce qu'en effet, le déchet alimentaire, on peut le recycler en compost. Le compost, ça fait penser à la terre. Donc, si vous voyez une poubelle marron à Londres, à Barcelone, à Milan ou je sais pas où, ben, c'est que obligatoirement dedans, c'est du déchet alimentaire. Donc nous, dans l'idée, on met en place un flux chez les gens chez qui on met le tri, et donc on installe ces bacs marrons dans les locaux poubelles et on forme les gens à mettre leurs déchets alimentaires dans un sac transparent et le sac transparent dans ce bac spécifique. Sac transparent, pourquoi transparent? Parce que nos collecteurs, quand ils arrivent pour faire le ramassage, il y a un contrôle visuel qui est fait. Et si le tri n'est pas correctement réalisé, on ne collecte pas la poubelle. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on est vraiment dans l'accompagnement, on n'est pas dans la sanction, on n'est pas dans la pénalité ou l'amende si le tri n'est pas fait, mais en revanche, on ne veut pas que la poubelle alimentaire devienne la poubelle tout venant, en fait. Parce que ça, c'est la facilité aussi. C'est plus facile de tout jeter dans une seule poubelle, mais si c'est pour tout mettre dans la poubelle alimentaire et recouvrir un petit peu de reste alimentaire sur le dessus, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut que le geste de tri soit réellement mis en place. Donc, bien entendu, on forme et on accompagne ces gens à l'anti-gaspi et au tri des biodéchets. Et tout le monde dans l'entreprise s'y met. Hein. Ben, nous, on est entre 90 et 100 employés. Et là, vous voyez sur la photo, c'est le directeur général adjoint qui a mis son petit équipement et qui va en cuisine pour former, pour expliquer, pour passer du temps sur le site. Le geste de tri aujourd'hui c'est pas automatique. Le tri en France, on n'est pas scandinave. Ça va le devenir, mais aujourd'hui, c'est une conduite du changement, donc il faut accompagner les gens. J'ai une petite vidéo d'ailleurs pour vous montrer le parcours d'un biodéchet. J'espère que le son sera bon. Vous me dites s'il y a un truc qui cloche. Alors, on n'entend pas le son. On n'a pas le son, ouais. On n'a pas le son. Tu disais? On n'a pas le son pour l'instant. Ah, alors bon, si vous n'avez pas le son, c'est pas très grave, parce qu'il y a de toute façon, il y a les sous-titres. Ça vous irait comme ça? Bah ouais. Très bien. C'est dommage, mais parce qu'elle est. Et oui, mais pourtant, moi, je l'entends bien, le son chez moi, alors je comprends pas. Je sais pas quoi vous dire, en fait, là. C'est pas grave. Peut-être à cause du casque, mais sinon, c'est pas grave, hein, on a les sous-titres. Ah oui, c'est peut-être à cause du casque. Ouais. Peut-être. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, vous m'entendez toujours? Oui. Hop, alors attendez. Ouais, peut-être à cause du casque. Et là, c'est bon? Non. Non, bon, on va la regarder comme ça. Hein. Non, mais c'est moi qui vous entends plus, là. Alors, c'était pas bon le son? On n'a pas le son, mais du coup, on va la regarder comme ça, vu qu'il y a les sous-titres. De toute façon, il y aura le lien dans la présentation, donc c'est pas grave. Ouais, désolé. Vous m'entendez toujours, là, c'est bon, hein? Ouais, c'est bon, parfait.
alimentaires, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, sont collectés par des camions qui sont innovants et qui sont à taille urbaine. On a essayé de casser un peu l'image du déchet, à savoir que ce sont des gros camions qui polluent, qui gênent la circulation, qui font du bruit. Donc nous, on a des plus petits véhicules qui passent partout, qui sont écologiques, qui sont innovants. On a la pesée embarquée sur les véhicules, c'est-à-dire que lorsqu'on va collecter un site, on sait exactement combien de kilos on a récupéré. Et toutes ces informations, quantitatives et qualitatives, sont mises dans un espace client pour que les gens puissent piloter leur activité déchets alimentaires et puissent regarder un petit peu les bilans environnementaux, combien ils ont produit de restes alimentaires, en quoi ça a été transformé et où, etc. L'idée, c'est qu'on donne beaucoup d'informations pour que les gens aussi, une fois qu'ils ont commencé le tri, soient vraiment motivés et continuent à le faire, que ce soit pérenne. Alors, en termes de recyclage des déchets alimentaires, on peut recycler le déchet alimentaire de deux manières. Méthanisation ou compostage, ça vous l'avez vu dans la vidéo. La méthanisation, c'est la transformation en énergie du déchet alimentaire. Donc on peut le voir sur ce schéma-là, par exemple. Donc là, vous avez des méthaniseurs qui vont transformer en gaz, biogaz et électricité le déchet alimentaire qui repart dans la ville. Donc il y a vraiment une économie circulaire qu'on essaye de mettre en place. Nous-mêmes, on est dans la double économie circulaire, puisque avec la méthanisation, on transforme en énergie le déchet alimentaire, notamment en biogaz, et le biogaz fait rouler nos camions. Et le compostage, c'est le retour à la terre du déchet alimentaire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le compost, il est à destination des agriculteurs et des maraîchers de la région, utilisable en agriculture bio, pour que ce compost fasse pousser de meilleurs fruits, de meilleurs légumes. Donc, on est vraiment dans une double économie circulaire. Et Moulineau, nous, on est au milieu ici, entre la production du biodéchet et le recyclage du biodéchet. Donc on est là, on est les collecteurs de déchets alimentaires, on massifie les déchets alimentaires et on va les pré-traiter, on va les préparer en vue de leur recyclage. Deux, trois mots sur l'évolution de Moulineau. Donc vous avez pu voir d'ailleurs notre fondateur sur la vidéo, voilà, il ressemble à ça. On a commencé en 2014 et là aujourd'hui en 2021 on collecte presque 1500 tonnes de déchets alimentaires par mois. On a embauché hier 5 personnes, donc on est aujourd'hui 94, 95. On finira l'année, on sera à 100 probablement. Et dans tout ce qu'on fait, on essaye de garder l'économie circulaire au centre de nos activités et l'humain. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, c'est l'impact social. C'est très bien de mettre en place des projets de développement durable, de faire attention à la planète. Comme vous le disiez avant, la planète, on a des gens derrière nous, donc il faut leur laisser une planète en meilleur état que ce qu'on a récupéré. Mais il y a aussi le lien social. Il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui sont dans des situations compliquées, dans des situations précaires, qui n'ont pas eu, nous, notre chance. Et du coup, nous, notre mission, c'est aussi de leur tendre la main et de les réinsérer dans la vie de tous les jours. Donc on est entreprise d'insertion et on embauche des chauffeurs, des collecteurs, des ambassadeurs du tri qui viennent de l'insertion et on les forme. Et ceux qu'on ne peut pas embaucher, nous, parce qu'on ne peut pas se permettre d'embaucher tous les gens qu'on forme, on les fait embaucher à la concurrence. Voilà. Donc, par exemple, on a deux chauffeurs collecteurs qui sont partis chez Suez, que vous connaissez probablement. Donc, on est là aussi, notre mission, c'est de faire monter en compétence la filière.
Est-ce que vous avez des questions là déjà sur Olivier, justement, je ne sais pas si vous avez vu, mais Isabelle qui a posé une question. Pourquoi Moulineau? Est-ce que c'est l'histoire d'un mec? Alors, pourquoi le nom Moulineau? Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est un rapprochement avec Coluche? Ah ben complètement. Ah, d'accord. Ouais, tout à fait. En fait, mon fondateur s'appelle Stéphane Martinez. Et en fait, nous, on fait quoi? On fait du lombricompostage, en fait. Donc, nous, on a des millions de vers de terre qui, en fait, nous aident à transformer en engrais le déchet alimentaire. Et on cherchait un nom à l'époque. Avec Martinez, on ne trouvait pas trop ce qu'on pouvait faire. Et en fait, il y en a un qui est arrivé en disant, bah, tiens, mais le sketch de Coluche, Moulineau, quoi. Moulineau, le roi du ver de terre. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, nous, on va devenir les rois des vers de terre. Donc, ça vient vraiment, le nom Moulineau vient vraiment du sketch Le Schmilblick de Coluche, ouais. D'accord. Ok, ouais, excellent. J'espère que les générations futures auront encore ce référentiel. Et non, elles ne l'ont plus, ça je vous le dis, puisque moi j'embauche des jeunes dans mon équipe. Et les jeunes que vous avez vus dans la vidéo, Junior par exemple, qui est ambassadeur du tri, vous avez vu dans le restaurant et qui explique aux restaurateurs comment faire le tri. Lui, Coluche, il connaît deux noms, ouais, voilà. Mais alors le sketch de Schmilblick, pas du tout. Non, pas du tout. Donc voilà, je passe vite sur le reste des slides, puisque vous avez vu tout ça dans les vidéos, mais on a un quai de pré-traitement des déchets alimentaires, donc on massifie, on prépare le déchet alimentaire en vue de son recyclage en compost ou en énergie par la méthanisation. Voilà un petit peu ce qu'on fait, et puis là, voilà, on vous a mis quelques logos de gens avec qui on travaille. Ça va du restaurant au restaurant d'entreprise, aux écoles, et d'ailleurs, puisque vous avez ce matin quelqu'un présent de chez Est Ensemble, alors c'est pas fait exprès, mais Est Ensemble, le PT8 est bien ici, puisque Est Ensemble est un des pionniers, un territoire pionnier dans la gestion des déchets alimentaires, au même titre que le SICTOM, Elior, ou la PHP, par exemple, les hôpitaux de Paris. J'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Alors oui, moi j'en avais une, en fait c'était sur la première vidéo, déjà étonné qu'on demande de mettre les déchets dans un sac plastique avant de les mettre dans la poubelle de pré-collecte, et du coup je crois que c'est passé dans la vidéo, mais j'ai pas bien compris comment vous sépariez ensuite les déchets du plastique, sachant que la question c'est est-ce que c'est des sacs biodégradables du coup que vous pourriez ou vous fournissez Ouais, c'est une excellente question. Alors en fait, c'est une excellente question, donc l'idéal ce serait du vrac. C'est-à-dire que les déchets alimentaires seraient en vrac dans le bac et nous, on collecte le bac. Sauf que dans certains cas, ça peut fonctionner, mais dans la majorité des cas, c'est compliqué. Quand on est dans une cantine d'entreprise, quand on est dans une cuisine de restaurant, quand on est dans un collège, etc., c'est compliqué que le biodéchet soit en vrac dans le bac. Du coup, on fournit des sacs plastiques compostables à nos clients. Voilà. C'est compliqué, odeur et rongeur, c'est ça? Quand vous dites c'est compliqué d'avoir ça. Non, ce qui est compliqué, c'est par exemple si on est dans une cuisine de restaurant, donc l'opérateur qui, sur son plan de travaille par exemple le boucher d'un restaurant, va avoir des os, un peu de carcasse, un peu de déchets de boucherie. S'il ne les met pas dans un sac, ça veut dire qu'il faut qu'il les mette dans un petit seau ou un petit bac, qu'il va, alors ce sera un petit contenant, qu'il va aller jeter dans le bac poubelle qui reste dans le local technique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y a tout un petit circuit à mettre en place. Il va vider son petit bac dans le grand bac. Il faut ensuite qu'il hygiénise le petit bac, qu'il se rechausse, qu'il se redésinfecte les mains pour ensuite repartir en cuisine. Et il va devoir faire ce circuit-là peut-être 5-10 fois dans la matinée parce que c'est un petit contenant qu'il aura en cuisine. Et ça, c'est hyper compliqué à mettre en place en fait dans les faits. Le plus simple, c'est de mettre un contenant un peu plus grand avec un sac plastique, mais qui du coup est compostable, et il jette ses déchets au fur et à mesure de la matinée dans le sac plastique, et une fois que le sac plastique est plein, il le noue et il fait un aller-retour pour jeter le sac plastique dans le bac.
Ok, très clair. Et la deuxième question, comment on fait pour séparer tout ce qui est alimentaire du non alimentaire? En fait, on a une machine qui s'appelle un déconditionneur et qui en fait refait le tri entre alimentaire et non alimentaire. Avec ses petits yeux et ses petites mains? C'est une machine. Alors l'idée, c'est du mécanique. Hein. On a fait le choix du mécanique parce que quand nous, on collecte 60, 70, 80 tonnes par jour, des fois, donc un tri manuel ne serait pas possible. Et puis, c'est pas forcément la logique qu'on voudrait. Nous, on s'imagine pas avec un convoyeur, un tapis roulant et des opérateurs, des petites mains. C'est pas comme ça qu'on imagine le travail. Donc, on a investi dans un déconditionneur. C'est une machine, en fait, qui va broyer tout ce que l'on collecte. Ensuite, il y a un cylindre avec des marteaux. Le marteau va taper contre un tamis. Le déchet alimentaire, il est composé à 80% d'eau, donc il va se liquéfier, il va partir, il va passer à travers le tamis. Et par système de centrifugeuse, tout ce qui est considéré comme non alimentaire va partir dans un compacteur. Mais je vous invite à venir voir si ça vous intéresse. On peut imaginer une visite CCI avec grand plaisir. Nous, on est transparent sur nos activités. Venez voir. Kelly, si tu veux organiser une visite, alors, très bien. Tu avec grand plaisir. Vraiment. Merci. N'hésitez pas à aller diffuser ces présentations, ces vidéos, en tout cas moi les miennes. Kelly, tu le sais, hein, surtout qu'avec le son, voilà, surtout qu'avec le son, elles sont quand même assez. Ouais, c'est mieux avec le son. Ouais, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est assez dynamique et donc. J'ai serré sans le casque. Voilà, l'effet était moins probant, mais bon, la deuxième vidéo est quand même assez géniale parce que c'est effectivement, moi, ça m'a donné tout de suite le clin d'œil de Coluche et Histoire d'un mec, voilà. Et c'est parfaitement ça. Et voilà, comment un restaurateur, et voilà, Isabelle, c'est la même chose, c'est comment on est dans la vie de tous les jours, voilà, quelqu'un, mais à travers son entreprise, on arrive aussi à trouver une autre dimension et on fait des activités transverses. Et je pense que c'est aussi le chef d'entreprise de demain. Chef d'entreprise, c'est pas que gérer son personnel, c'est aussi avoir une visibilité transverse, parce que le monde bouge et bouge très vite. Et pour conclure sur ces mots, si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai bien aimé, je reprendrai l'expression d'Olivier, la conduite du changement. Voilà, on est tous, et on doit tous être des accompagnateurs et à conduire ce changement. Donc, voilà la phrase que je ferai en conclusion. On vous remercie tous. En plus, on est dans le timing, donc merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Damien. Je remercie aussi Kelly et Saïra pour leur travail donc, de collaboration. Et puis, j'espère, en tout état de cause, moi j'ai appris certaines choses. Donc, j'espère que voilà, les chefs d'entreprise qui étaient autour de cette vidéo et ceux qui vont la voir, puisqu'on la publie au niveau aussi, on l'enregistre, on la publie, pour retenir des idées, parce que s'il y a au moins une idée qui est retenue, c'est déjà un grand pas. Et j'ai bien aimé la phrase d'Isabelle, un petit peu, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, c'est déjà mieux. Et si on fait un petit peu chacun, c'est le cercle vertueux. Voilà. Est-ce que vous partagerez les contacts également, Olivier? J'aimerais bien venir vers vous pour la mise en place d'outils de collecte et de prestataires. Ouais. On est là pour ça, bien évidemment. On partagera le contact. C'est le but de cette masterclass. C'est le but de cette masterclass, c'est de partager les idées, les contacts, et voilà, les relations. Et moi, j'allais carrément vous proposer que je vienne m'amuser chez vous et que je finisse la journée par un petit rendez-vous de travail. Mais venez donc à partir du 9 avril à ce moment-là. Avec grand plaisir, alors ça c'est certain. Vous êtes tous invités, voilà, mettez-moi un petit mot si vous voulez venir au parc. Avec grand plaisir. On peut organiser ça, voilà. Si en plus vous me ramenez 20 personnes avec vous, alors là, vraiment... Non, mais on va faire. Il y a quelque chose à faire là. Alors, on va faire une promo au sein de nos collaborateurs, au sein de la CCI, qui ont aussi beaucoup d'enfants, donc voilà. Voilà, pour un séminaire, voilà. Avec les enfants. Team building, avec plaisir. Très bien. Parfait. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, merci à tous. Bientôt, passez une bonne fête. À vous aussi. Passez une bonne fête, oui. Merci.